j'étais champion d'Europe espoir avec l'équipe de France des moins de 21 ans. J'ai gagné 4 Coupes de France avec le Paris Saint-Germain, une Coupe d'Europe avec le Paris Saint-Germain également. Les éliminatoires de l'Euro 96 justement en Angleterre, et c'était donc en 95 contre la Slovaquie à Nantes, où on gagne 4-0. Où là je marque un but, certainement l'un des plus beaux buts de ma carrière aussi. Je fais un contrôle antidopage lors d'un match de Ligue 1 à Nantes. Il me dit contrôle est positif à la Nandrolone. Bonjour et bienvenue sur Origine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Guérin, ex-footballeur professionnel de l'équipe de France. Et aujourd'hui, il va nous raconter son histoire. Bonjour Vincent. Bonjour. Ça va ? Impeccable, tout va bien. Aujourd'hui, on est sur Bordeaux. Ça fait longtemps que tu vis en métropole bordelaise ? Ouais, ça fait 10 ans que je navigue dans les eaux Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine. Ouais, c'est ma femme qui est venue un peu travailler dans la région. Et donc, moi, je suis parisien. Moi, je suis né à la clinique du Parc des Princes. Donc, petite anecdote. Parce que bon, après, c'est vrai, j'ai joué en tant que footballeur professionnel au Paris Saint-Germain. Donc, souvent, on fait la colonisation de cette petite histoire de naissance, mais bon, moi, j'ai pas choisi, comme je dis, mais bon, c'est comme ça. Et puis donc, ma femme est venue dans la région, puis j'ai commencé à faire des navettes, parce que moi, je travaillais aussi sur Paris, donc elle aussi, et puis voilà. Puis au fil du temps, on s'est installé ici. Ok, donc c'était surtout pour suivre ta femme que tu es venu ici. Voilà, exactement. Ouais. Tu avais quand même une sensibilité pour le vin ou la culture bordelaise. Ouais, j'aime bien le vin. Ouais, j'aime bien. Moi, je suis assez épicurien, donc c'est vrai que j'aime bien le vin. J'ai toujours été passionné par le vin aussi. J'ai toujours suivi depuis l'âge peut-être de 20 ans un petit peu et me constituer une cave à vin aussi. Okay. Donc avec pas mal de vins de la région du cru bordelais, ouais. Alors, est-ce que pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et dire qui tu es ? Alors, je m'appelle Vincent Guérin, je suis né le 22 novembre 65, donc 59 ans, bientôt 60 en fin d'année. J'ai eu un parcours de footballeur professionnel qui a duré 15 ans, de 18 à 33 ans. International français, donc j'ai joué en équipe de France A. Après, concernant mon palmarès, j'étais champion d'Europe espoir avec l'équipe de France des moins de 21 ans. C'était le premier titre que j'ai glané. Après, j'ai gagné 4 Coupes de France avec le Paris Saint-Germain, 3 et 1 avec Montpellier, donc 4 au total, et 2 Coupes de la Ligue avec le Paris Saint-Germain, une Coupe d'Europe avec le Paris Saint-Germain également. J'ai été élu meilleur joueur du championnat de France en 1995. Ça, c'est une distinction un petit peu perso, mais bon, qui est liée quand même au collectif, parce que bon, même si on est élu par ses pairs, c'est surtout ça, c'est la belle récompense, c'est qu'on est élu par les joueurs contre lesquels on a joué, donc ça, c'est une belle récompense. Et puis j'ai une sélection en équipe d'Europe aussi, après l'Euro 96 que j'ai joué avec l'équipe de France, où on a terminé... on a été éliminé en demi-finale au tir au but par la République tchèque. Il y a eu un match 6, 7 mois, 8 mois après, en février 97. Il y a une sélection qui avait été déterminée par deux sélectionneurs, Berti Vogts, l'Allemand, qui avait été champion d'Europe à l'occasion de ce championnat d'Europe en Angleterre, contre la République tchèque. Équipe qu'on avait perdue en demi-finale, et cette sélection avait été faite avec le sélectionneur hollandais Rinus Gus Hiddink, pardon, je crois, je sais plus les noms. Et donc ça, c'est des trucs de gamin quand tu penses aux sélections d'Europe, les sélections mondiales, trucs comme ça. Donc c'était un peu marrant d'avoir cette sélection-là. Puis en plus, on a perdu 2-1 contre la sélection africaine, continent africain. Et c'est moi qui marquais le but pour la sélection européenne, donc c'était sympa, un petit clin d'œil avec un 1-2 avec Jürgen Klinsmann, qui était un avant-centre allemand
qui est connu, un joueur très connu. Et voilà, le parcours un petit peu footballistique. Les différents clubs dans lesquels j'ai joué, j'ai commencé à Brest. Après 1 an, au Matra Racing de Paris. Après 3 ans à Montpellier. Après 6 ans au Paris Saint-Germain. Et j'ai terminé une saison à Hearts of Midlothian. C'est un des 2 clubs de la ville d'Édimbourg. Donc il y a religion catholique et religion protestante tous dans ces villes-là. Donc voilà, j'ai terminé ma carrière à 33 ans, comme Jésus, comme le Christ. Voilà, et puis après, je me suis lancé dans une école de journalisme. À 33 ans, quand j'ai arrêté ma carrière. Pas tout de suite, parce que bon, c'est une réflexion sur la presse, c'est toujours la complexité d'un joueur pro, enfin, d'un sportif professionnel, je pense, quelle que soit sa discipline, de se reconvertir et savoir dans quoi on veut aller. Donc ça, c'est pas simple. Donc moi, j'ai fait une alternance avec Canal+, avec un ancien joueur qui s'appelle Laurent Fournier. On a fait ça à 2. Et on a fait l'IPJ, qui est une école qui est dans le 9e arrondissement de Paris, donc pendant presque 2 ans. Donc à manier la caméra, à faire des interviews, tout ce qu'on peut imaginer. Donc en alternance avec Canal+, donc on était un petit peu aussi consultant pour la chaîne, donc pour les matchs du championnat de France, comme pour les matchs de Ligue des Champions, les matchs de Coupe d'Europe et ainsi de suite. Et aussi on a lancé ce qu'on appelait Canal Nu Média, qui était la première version un petit peu internet de discussion, de chat avec les internautes, notamment sur le championnat de France. Aujourd'hui, est-ce que tu joues toujours au foot ? Non, j'ai décidé de mettre un terme il n'y a pas très très longtemps. J'ai fait mon dernier match au Portugal avec une association là, de gens qui étaient issus de diverses professions, notamment médicales, avocats, tout ça, mais sur Paris. Et donc tous les ans, ils faisaient un petit voyage à l'étranger contre une équipe étrangère. Donc là, c'était au Portugal. J'ai dit, je viens avec vous. Et puis, j'ai joué, j'ai pas joué tout le match parce que j'ai quand même des problèmes d'articulation, tout ça. Avec l'âge, j'ai presque 60 ans. Donc, d'arthrose et ainsi de suite. Et non, là, j'ai joué 2 fois 30 minutes, parce que c'est 3 périodes de 30. Donc, j'ai joué 2 fois 30 minutes. Okay. Mais bon, après, j'ai un genou qui gonfle. Donc, j'ai de l'épanchement de synovie, comme on appelle ça. Okay. Donc de l'eau dans le genou parce qu'il y a une inflammation et voilà, donc c'est plus durable de faire des matchs de foot. Le foot, c'est un sport qui est quand même très traumatisant au niveau de l'anatomie. Et avec l'âge, ça s'est pas arrangé. Ouais. Donc je préfère me préserver pour pouvoir continuer quand même à avoir une activité sportive plus douce, plus tranquille. Donc je me suis mis à jouer au paddle, raquette. Pas le paddle avec la rame sur l'eau, voilà, plus format tennis entre guillemets. Voilà, puis à faire un peu de vélo, un peu de sport plus tranquille, plus doux, mais à mon rythme. Voilà, sans me traumatiser au niveau des articulations notamment. Et j'imagine que tu es toujours lié au football, peut-être football professionnel, parce que tu es consultant. Alors j'ai arrêté le consultant parce que j'ai fait ça pendant très 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 longtemps. J'ai fait ça peut-être pendant 20 ans à peu près. Alors j'ai fait un peu j'ai fait Canal, j'ai fait TPS qui n'existe plus, mais bon voilà, j'ai fait M6, j'ai fait W8, W17, M6, j'ai peut-être déjà dit. Enfin moi j'ai fait RTL aussi, j'ai fait de la radio. On refait le match pendant 3 ans. Voilà, j'ai fait beaucoup de médias divers et variés, mais toujours liés au football, évidemment. Ça, c'est une certitude. Et puis, en même temps, j'avais monté une société dans l'événementiel, donc que j'ai tenu pendant 20 ans, là. Et j'ai arrêté ça en fin 2019, début 2020. Donc voilà, tout s'est arrêté. Et puis aujourd'hui, je fais un peu toujours des stages de foot avec Laurent Fournier, toujours mon ami de toujours, footballistiquement parlant. On a fait beaucoup de choses ensemble, on s'est toujours suivis et il y a une belle amitié. Et là, on fait des stages pour les enfants entre 8 et 16 ans, dans diverses régions, pendant les vacances scolaires. Voilà, c'est un peu notre quotidien aujourd'hui. Et est-ce que tu es toujours en contact avec d'anciens footballeurs professionnels ou anciens Oui, ça arrive de temps en temps d'avoir des petits appels. Les anciens joueurs, Rai notamment, Bernard Lama, Laurent évidemment. Je vois de temps en temps Luis Fernandez, Daniel Bravo. Enfin,
Il y a souvent des anciens Parisiens, effectivement. Là, j'ai retrouvé aussi un ancien copain qui s'appelle Loïc Perrard, avec qui j'ai joué au Matra Racing. On a fait qu'une saison ensemble, voilà. Mais enfin, oui, après, on retrouve des gens. On a toujours des gens avec qui on a des liens. Mais après, c'est vrai que on part à droite, à gauche, dans des horizons divers, dans des carrières diverses aussi. Et on n'est pas toujours sur le même point de chute. C'est-à-dire que il y en a qui déménagent, donc après on se perd un peu de vue et c'est légitime et normal. Et Régis Benardo aussi. Et Régis Benardo, avec qui on a œuvré pour la formation du Paris Saint-Germain avec les moins de 19 ans. Ah, Entraîneur, ouais, dans un staff, avec Stéphane Roche aussi, qui était l'entraîneur principal. Donc ils cherchaient un ancien pro, donc moi j'ai demandé si ça les intéressait, donc voilà, j'étais pris comme ça. Et Régis Benardo était déjà dans le club au niveau de la formation du Paris Saint-Germain, donc au niveau des jeunes. Donc on a presque connaître, parce que je ne connaissais pas du tout, si ce n'est de nom. Voilà, de nom, je connaissais, mais bon, c'est pas tout à fait la même génération. On n'a pas eu on n'a pas eu les mêmes carrières, évidemment. Voilà, puis on n'a pas joué l'un contre l'autre non plus. Il était au MUC. Il était au Mans, ouais, tout à fait. Le MUC 72. C'est une autre forme. Ouais, c'est une autre forme. Voilà, mais le Mans retrouve la Ligue 2 l'année prochaine, donc ça c'est bien. Pour Régis, il va être content. La Rillette va de nouveau frétiller. Donc ça c'est bien, non, c'est sympa. Fils aussi. Et son fils qui a pris le sillon du papa, donc qui lui est gardien de but. Voilà, donc là, qui a retrouvé les terrains, ce que je lui avais dit, puisqu'il s'était fait un croisé, donc un genou il y a quelques mois, que c'était un peu compliqué évidemment de se remettre dans le droit chemin au niveau de la forme. Et pour un gardien, c'est encore plus compliqué qu'un joueur de champ de retrouver sa place, évidemment, parce qu'il n'y en a qu'une. Et joueur de champ, on peut éventuellement boucher des trous à droite à gauche. Il y a plusieurs postes éventuels, mais bon, gardien de but, il y en a qu'un qui peut jouer. Donc je lui ai dit qu'il prenne son mal en patience et qu'il jouerait peut-être le dernier match de la saison. C'est ce qui s'est passé. Donc c'est bien pour lui, pour retrouver un petit peu de confiance, retrouver aussi le haut niveau. Donc je pense que ça a été un grand plaisir pour lui, certainement. Enfin, après, j'étais pas là, évidemment. Mais bon, c'est le dialogue qu'on a eu il n'y a pas très très longtemps avec Régis, avec le papa. Donc c'est sympa de pouvoir dialoguer de ces choses-là. Là, la question qui me vient à l'esprit pour rebondir, c'est l'après-carrière du footballeur. Un footballeur termine sa carrière à quoi, 30, 35 ans? Aujourd'hui, les joueurs, ils jouent plus longtemps parce que il y a eu une évolution, je pense, au niveau de plein de choses, au niveau de la nutrition, au niveau de la préparation athlétique, au niveau de la gestion de la récupération des après-matchs notamment. Donc tout ça a amélioré en fin de compte le fait de jouer un peu plus longtemps. Puis après, évidemment, il y a la traumatologie qui rentre aussi en ligne de compte. Donc, les joueurs jouent un peu plus longtemps et il y a des marchés qui sont apparus, qui n'existaient pas avant pour les joueurs. Donc, notamment le marché asiatique, le marché maintenant moyen-orientaux avec le Qatar, l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'ils recrutent des joueurs voilà, qui sont en fin de carrière en Europe. C'était plus fermé, entre guillemets, plus fermé. C'est-à-dire qu'il y avait moins de territoires où on pouvait éventuellement jouer au foot, où il y avait un intérêt, aussi financier, parce qu'il faut aussi qu'il y ait un intérêt financier pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir continuer. Aujourd'hui, il y a eu l'Asie avec le Japon dans un premier temps, la Chine après par la suite. S'en est suivi là, quand même les pays du Golfe, avec les Émirats, le Qatar, l'Arabie Saoudite. Donc, ce qui fait que les États-Unis aussi, j'ai oublié les États-Unis. Donc, ce qui fait que pratiquement le football est le sport le plus pratiqué au monde. Mais aujourd'hui, professionnellement, il est partout implanté sur la planète, ce qui était moins le cas il y a 15-20 ans. Donc aujourd'hui, les joueurs peuvent jouer davantage, plus longtemps, de par ces évolutions déjà, on va dire, médicales et sportives dans la pratique, pour durer plus longtemps au niveau de son corps. Et puis, parce qu'il y a des marchés qui se sont aussi ouverts, et donc il y a la possibilité pour des joueurs de haut niveau, parce que la France reste quand même un vivier phare, notamment le marché européen, quand même, que ce soit l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, la France,
et les autres pays comme la Belgique, peut-être les Pays-Bas, bon, c'est toute cette population de joueurs peut s'exiler et aller et durer plus longtemps. Tu penses que sous l'impulsion de la nutrition, de la rééducation, de la médecine, mais également de ces clubs qui se trouvent en Asie, au Moyen-Orient, on a des joueurs de foot professionnels qui vont terminer leur carrière de plus en plus tard. Ce qui me vient à l'esprit naturellement, c'est Ronaldo aussi, qui commence qu'à 40 ans, si je ne me trompe pas, qui a une vraie routine militaire, en tout cas, pour maintenir ses performances. Qu'est-ce que tu en penses de ce que renvoie Ronaldo, justement, par rapport à son âge et par rapport à sa préparation physique, qui est vraiment, je dirais, exemplaire? Et c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable de durer aussi longtemps. Enfin, après, il y a très peu de joueurs. Hein. Les cas, on les compte sur les doigts d'une ou deux mains. Cette longévité, mais elle n'est pas due au hasard. Hein. Il y a toute une préparation, à la fois physique, sur le soin de son corps aussi, comme le soin de son mental, parce que effectivement, il a trouvé une porte de sortie avec l'Arabie Saoudite, mais parce que, évidemment, après en Europe, l'intensité des matchs est quand même plus élevée. Il n'a pas pu continuer cette intensité-là. Donc, il a joué, pour moi, dans un championnat un peu plus mineur, entre guillemets, où il y a moins d'intensité, mais il est quand même toujours performant, ce qui marque quand même beaucoup de buts, malgré son âge, malgré peut-être le niveau qui est quand même un peu moins élevé qu'au niveau européen. Mais ça reste quand même un très bel exemple à suivre pour ceux qui veulent durer et continuer. Après, il y a des sacrifices à faire. On n'arrive pas là comme ça sans rien faire. Il expliquait sa routine le matin qui est presque militaire. Ouais, après il a des habitudes de vie, à la fois je pense sur la nutrition déjà d'une, sur à la fois la musculature aussi. Je pense que il en fait sans en faire de trop. Et après sur la souplesse, parce qu'il faut être aussi souple pour éviter les blessures musculaires. Donc c'est un travail qui n'est pas que sur un axe. Et sur le mental aussi, parce que il n'est pas amené à jouer tous les 3 jours, je pense, là où il est. Donc, sur la récupération, c'est aussi important de pouvoir bien récupérer et de ne pas avoir des matchs tous les 3 jours. Sinon, la machine serait très compliquée à maintenir au haut niveau. Tu parlais tout à l'heure de traumatologie, une carrière de footballeur sportif à haute intensité. Ça laisse des séquelles sur le corps. Oui. Quand tu parles un petit peu avec tes compères, tes confrères, qui ont aujourd'hui ton âge, comment ils le vivent justement cet après-football et notamment au niveau des séquelles? Ça dépend des parcours de chacun, parce que si on se fait un croisé ou si on se fait 2 croisés par exemple, et moi j'ai connu des joueurs qui se sont fait les 2 genoux, quoi, donc ça reste quand même des séquelles importantes au niveau traumatologie. Il y en a, c'est presque un peu mon cas. Moi, j'ai juste eu le ligament latéral interne qui a été rompu sur le genou droit. J'ai pas été opéré. J'étais hyper lax au niveau de mon anatomie, donc ça me permettait aussi peut-être d'être moins contraint au niveau des blessures. Mais on est dépendant, de son parcours. En fin de compte, le parcours de chacun est différent déjà d'une, et son anatomie est différente. On est tous faits, malheureusement, génétiquement différemment. Donc ça, on n'est pas égaux. Malheureusement, on n'est pas égaux dès notre naissance. Ça, c'est comme ça. Et puis après, ça, c'est quelque chose que j'avais... On avait fait un test quand j'étais en équipe de France avant de faire le championnat d'Europe en 1996 en Angleterre. Et donc, on avait fait des prises de sang assez poussées. Et c'est là que j'avais appris on avait en fin de compte 2 âges. Notre âge de naissance, donc on est né à telle date, donc on a 25 ans, 42 ans, peu importe sa date. Et après, il y a l'âge biologique. Donc l'âge biologique, c'est l'âge de ces cellules. Donc, et là-dessus, on est tous différents. Donc, c'est pour ça que, c'est là que j'ai appris qu'on peut rencontrer des gens, on a l'impression, ils sont beaucoup plus jeunes ou beaucoup plus vieux. Et ça a souvent de cause à effet par rapport à l'âge biologique ou l'âge des cellules qui fait que, on vieillit plus vite ou, on vieillit pas trop rapidement, quoi. Donc, il y a des gens qui paraissent beaucoup plus jeunes. Bon, moi, je faisais partie des 3 plus jeunes, en fin de compte, du groupe France sur cette sélection.
Bon, par rapport à un certain âge, qu'on avait tous entre 20 et 30 ans à peu près, mais bon, voilà, enfin... Donc oui, j'avais découvert ça. L'âge biologique, ça m'avait un peu surpris. C'est vrai que j'avais été étonné de cette découverte. Si tu n'avais pas été footballeur professionnel, comment tu aurais envisagé ta vie? Est-ce que tu avais d'autres passions? Non. Non, football, c'est vraiment la passion numéro 1. Mais bon, je pensais que c'était inaccessible que pour être professionnel, que je n'arriverais jamais à ce niveau-là. Après, moi, je voulais vivre dehors. Donc, j'ai jamais redoublé une classe jusqu'en 3e où il me disait, moi, j'étais un peu limite au niveau de mes notes. C'est vrai que j'ai jamais été un grand passionné de l'école. Donc, en 3e, ils m'ont dit, bon, bah, non, on préférerait que tu redoubles. Donc, ils m'ont quand même donné mon BEPC. Pour dire, ils m'ont donné mon BEPC. Donc, j'ai pas passé mon BEPC. Ils voulaient que je redouble et moi j'ai dit bon bah je savais pas quoi faire, franchement je n'avais pas d'idée à arrêter sur un chemin. Ce que je voulais c'est surtout ne pas être enfermé dans un bureau. Enfin l'idée c'était des idées à mort moelle-nœud comme on dit, à la con, mais je voulais pas être enfermé dans une pièce voilà. Donc je voulais être dehors donc mon père après sa retraite, lui il a repris à travailler, il faisait des jardins. Paysagiste entre guillemets, enfin voilà. Donc je dis tiens, ça peut être une bonne idée. Et puis il y avait des concours d'entrée dans 2 écoles, donc je me suis présenté. Puis je me suis dit si je suis reçu dans un des 2, bah je ferai ça. Voilà. Et j'ai été reçu dans une des 2 écoles d'horticulture. Et donc je suis parti sur une voie pour faire un BEP horticole. Okay. Donc j'ai fait un BEP horticole pendant 2 ans. Et puis, au bout de 2 ans, ils m'ont demandé si je voulais pas suivre la filière bac pro. Et j'ai dit, pourquoi pas. Enfin, il faut voir. Et ils m'ont dit, bon, faut aller en internat du côté d'Orléans. Donc j'ai dit, non, moi, je vais pas aller en internat. Je vais pas partir loin de chez mes parents, enfin, loin de chez moi, pour ça. Voilà. Donc je suis pas parti pour ça. Et peut-être 1 an et demi, 2 ans après, je suis parti pour le foot, par contre, en Bretagne, à Brest, où j'ai commencé ma carrière. Voilà. Avant ça, quand tu étais jeune, comment tu as été introduit au football? Qui c'est qui t'a mis ton premier ballon entre les pieds? Ouais, je pense que c'est un peu mon père, certainement. J'ai pas le souvenir, j'ai pas le flash, l'esprit, mais je pense que c'est mon papa, qui m'a mis un peu un ballon entre les pieds. Et puis après, je me suis retrouvé, je me souviens qu'il y avait un voisin, on jouait, tout petit, à 8 ans, 7-8 ans, on jouait au ballon, quoi. Voilà. C'est parti comme ça. Puis après, j'ai pris une licence dans un club de Brie-sur-Marne. Parce que moi, je suis issu du Val-de-Marne. Donc, Brie-sur-Marne, c'est dans ce département-là. Et puis, j'ai commencé à jouer de 8 ans à 14 ans. Donc, après, j'étais en sélection départementale du Val-de-Marne. Après, en présélection Île-de-France. Après, à 14 ans, moi, j'ai voulu aller jouer dans un club un peu plus huppé du coin. Donc, c'était Joinville-le-Pont, dans le 94 aussi. Et voilà. Puis après, j'étais surclassé en équipe senior à 17 ans, grosso modo, dans l'équipe senior de Joinville-le-Pont, qui jouait en promotion d'honneur. Donc, un peu l'échelon, peut-être 8 aujourd'hui, peut-être 7-8. Ouais, au moins 8. Voilà. Et puis après, je trouvais plus d'aspiration, peut-être sur ce que je faisais. J'ai fait un essai au Paris Saint-Germain. Je me suis retrouvé le dernier. Enfin, il y avait plusieurs phases. Et je me suis retrouvé en fin de compte le dernier. J'ai fait un match amical avec l'équipe du centre de formation. Dans le dernier quart d'heure, je jouais attaquant. C'était un peu difficile parce que le niveau était un peu plus élevé. Mais moi, j'avais fait une bonne partie. L'entraîneur me dit, on aimerait bien te tester physiquement. Le dernier quart d'heure, on a eu peut-être tiré la langue. Moi, j'ai dit, ça va pas poser de problème. Enfin, voilà. Je suis retourné au mois d'août. Et puis, je faisais la route tous les matins. Brie-sur-Marne, Saint-Germain-en-Laye. Alors, ce qu'il faut voir, c'est un peu entre l'est de Paris et l'ouest de la banlieue parisienne. Donc, je mettais en 103 SP à l'époque. Donc, je partais le matin, 7h30 du matin. Et je rentrais le soir, vers 18h, je rentrais. Donc, je mettais 3 quarts d'heure, 1 heure pour faire le trajet. Le matin. Et pareil, identique pour le soir. Le midi, je mangeais au centre de formation. Et puis, ça se passait pas très bien avec les joueurs du centre de formation. Enfin, voilà. Puis, j'en ai parlé à mon entraîneur senior de Joinville. Il me dit, va discuter avec l'entraîneur et le directeur du centre de formation, parce qu'il faisait
les 2 missions. À l'époque, c'est un monsieur qui s'appelait Camille Choquier. Et puis un jour, j'ai crevé sur la route, en fin de compte, avec mon 103 SP, à Rueil-Malmaison. Donc j'ai appelé mon frère qui était beaucoup plus âgé que moi, qui avait 8 ans de plus que moi. Il est venu en voiture et on a récupéré le 103 SP. On est allé au camp des loges. Et puis, donc l'entraînement se terminait, il était 11h30. Du coup, c'était le moment idéal pour pouvoir discuter avec Camille Choquier. Puis il m'a dit, écoute, il n'y a plus de place au centre de formation pour cette année, mais j'aimerais bien que tu reviennes pendant les vacances scolaires pour t'habituer avec le groupe et tout ça. Et moi, j'ai dit non, moi, il est hors de question. Et je suis parti. Voilà. Donc, je suis parti en vacances ce soir même. Et puis, ça, c'est au mois d'août. Et puis, voilà. Puis après, je suis retourné dans mon club de Joinville-le-Pont, que j'avais démissionné, qui m'ont permis de pouvoir me réentraîner avec eux sans licence. Donc, je m'entraînais avec eux sans licence. Et puis, il y a un ancien joueur qui était parti au centre de formation de Sochaux, qui s'appelle Michel Milojevic, qui est revenu s'entraîner avec son club de jeunes, hein, Joinville-le-Pont, qui s'était fait virer de Sochaux. Et il était en train de signer dans un des 2 clubs de Brest, qui était l'AS Brest, le 2e club de Brest. Et puis, il m'a dit, tu as des qualités, tu devrais essayer, faire un essai dans un club parisien, tout ça. Je dis, non, moi, j'ai fait le Paris Saint-Germain, c'est pas été concluant. Il dit, le Racing, ça, non, moi, je veux plus entendre parler des clubs parisiens, terminé. Et il me dit, si tu veux, moi, je connais le directeur sportif qui est yougoslave, parce qu'il était d'origine yougoslave, mais qui était au Stade Brestois, en fin de compte. Dans le club qui était en Ligue 1. Ah, je dis, oui, moi, ça m'intéresse, ça, je veux bien faire un essai. Donc c'est parti comme ça. Et donc j'ai été fait un essai après 3 jours à Brest et j'ai signé mon premier contrat aspirant à l'époque qui était l'équivalent de 500 francs. Enfin ouais, c'est 75 € quoi. Okay. Voilà. Tu parlais de tes qualités de footballeur lorsque tu étais jeune et que ton père t'a mis un ballon entre les pieds. Est-ce que tu avais déjà ce talent peut-être inné, naturel? Est-ce que le ballon était une prolongation de ton corps et comment tu t'es fait? Comment ta famille, elle s'est dit, Vincent, il a du talent, il faut qu'il fasse une carrière dans le football? Je pense que ça se façonne, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. On peut pas détecter qu'un gamin, il va être très très bon. On peut voir éventuellement, peut-être très rapidement, au niveau motricité, des aspirations positives. Mais je pense que ça se façonne au fil du temps. Moi, j'avais un ballon tous les jours. Tous les jours, je tapais dans le ballon, quoi. Donc, c'est l'adresse, c'est l'agilité, c'est le travail, entre guillemets, de l'habitude. C'est-à-dire, moi, j'essayais de me mettre aussi en difficulté par moment parce que moi, je suis gaucher de la main, mais je suis plus droitier du pied. Kylian Mbappé comme ça. Et donc j'ai essayé de travailler mon pied gauche où j'avais moins d'adresse, moins d'habileté, donc de se mettre en difficulté parce que jongler au départ du pied gauche quand on n'a jamais jonglé du pied gauche, on n'y arrive pas. Enfin donc c'est au fil du temps, à force de pratiquer, qu'on évolue et qu'on élève un peu son habileté et son adresse vers des seuils qui sont plus hauts que ses voisins, tout simplement, quoi. Est-ce qu'il y a eu un catalyseur où ce catalyseur t'a permis de passer du statut d'amateur au statut de pro? Est-ce que c'était un match? Est-ce que c'était un but? Est-ce que c'était une passe décisive? Non. Je pense que j'avais des qualités. Plus jeune, j'étais un joueur rapide. Ce qui était moins le cas évidemment après sur mon parcours professionnel en fin de carrière, mais ça c'est un peu logique et légitime. Mais quand j'étais très jeune, j'étais très rapide et j'étais dribbleur, donc je driblais beaucoup, je perforais, et j'étais aussi, je pense, je marquais des buts, mais j'étais assez aussi collectif avec les gens avec lesquels j'évoluais, donc je les mettais, je pense, aussi dans les meilleures conditions. Sans se mettre spécialement toujours en avant. Enfin voilà, c'était aussi une notion de collectif parce que je pense que je prenais plaisir à évoluer avec d'autres gens autour de moi. C'était aussi l'attrait du sport collectif, c'est l'aspect social, quoi, de pouvoir déconner ou rigoler ou chambrer entre guillemets, voilà. Et que ça soit moi envers les autres et les autres envers moi. Enfin, mais c'est cet aspect-là qui faisait que il y avait
des atomes crochus quoi, à travers cette pratique-là. Donc par rapport à ta date de naissance que tu m'as dit tout à l'heure, c'est dans les années 70 que tu as découvert 65, ouais. 65, Est-ce que tu avais des idoles à l'époque? Ouais, alors j'ai jamais aimé ce mot idole parce que c'est pas ça n'a jamais été foncièrement ma tasse de thé, mais alors moi les premières images de télévision, premier choc entre guillemets footballistique à la télé, ça a été la Coupe du Monde 74 en Allemagne. Avec la déferlante orange, enfin les Pays-Bas, c'était Johan Cruyff, Johnny Rep et Niskens, tout ça. Enfin, et cette Coupe du Monde là, enfin, était fantastique parce qu'au niveau du jeu, les Hollandais, c'était vraiment, c'était ouais au-dessus. Et on prenait vraiment plaisir à les regarder jouer quoi. Donc après ils ont été battus contre les Allemands qui étaient plus dans la rigueur, la discipline. Mais enfin bon, il y avait des très bons joueurs aussi allemands, mais c'était la grande déception. Mais bon, pour moi c'était Johan Cruyff, c'était la révélation, quoi. Quand tu es passé en pro, est-ce qu'il y avait une position, un poste que t'allais de façon presque naturelle? Attaquant, plus sur un côté, parce que j'ai pas un gabarit quand même important, donc on me mettait plus sur un côté, soit à droite, soit à gauche, attaquant, avec un avant-centre à un côté, mais c'était un peu ça, deuxième attaquant, mais sur un côté, ou numéro 10. Donc j'ai joué très souvent meneur de jeu, dans les équipes, dans un premier temps à Brest, que ce soit en D3, à l'époque c'était la division 3, l'équipe réserve. Donc je jouais numéro 10 ou attaquant, voilà, et en pro ça a été le cas, j'ai joué attaquant ou numéro 10. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est quand tu es un jeune joueur de football qui aspire à être professionnel, comment ça se passe justement pour intégrer un club professionnel? Je crois qu'il n'y a pas de recette. Moi, à l'époque, j'ai fait un essai, ça s'est passé comme ça. Par l'intermédiaire d'un joueur qui était dans le même club, qui avait une connaissance. C'était un peu le réseau, et puis moi j'ai fait un essai, et puis ça a marché. Ça n'a pas marché avec Paris, ça a marché avec Brest, ça a peut-être marché... il y avait eu Lens à un moment donné qui était intéressé pour que j'aille faire un essai. J'ai dit non, parce que j'étais en partie avec le Paris Saint-Germain, moi j'étais sûr que j'allais être pris. Pour moi c'était une évidence. Ça c'est pas fait, bon voilà, et Lens ça a été mis de côté, j'en ai jamais entendu reparler quoi. Et non, c'est des circonstances, ça a été des circonstances. Après, est-ce que ça se serait reproduit après par la suite? Peut-être, hein. Après il y a des carrières qui se font différemment, qui ne passent pas par les standards habituels, quoi. Les méthodes de sélection ont changé aujourd'hui? Oui, tout a évolué, oui. Tout a évolué. Déjà au niveau des fédérations, des districts, quand même, c'est difficile de passer au travers des tamis, quoi. Aujourd'hui, hein, c'est quand même plus compliqué. Ça existe encore, ça existera toujours. Mais bon, il y a un filtre qui est quand même très important, ouais. Est-ce que dans ta carrière, il y a des joueurs, des entraîneurs, des matchs qui t'ont particulièrement marqué et que tu aimerais raconter ici sur le podcast Origine? Tous les entraîneurs, je pense que j'ai côtoyé, il y a toujours des choses à dire sur eux. Des bonnes, et on garde que les bonnes choses. Les moins bonnes, on les jette à la poubelle, on les oublie. Mais non, il y a toujours des bonnes choses. Après, on en rigole aussi. Enfin voilà. Sur les joueurs, après, les joueurs aussi, il y a toujours des choses à dire. Il y a des cas particuliers, comme partout. Il y a des moments particuliers aussi, suivant les matchs, suivant ce qu'on a pu vivre entre guillemets. Enfin voilà. Les équipes aussi. Quand on joue après au niveau, moi j'ai eu la chance effectivement j'ai eu la chance d'assouvir ma passion, de faire ma passion mon métier entre guillemets, qui pour moi n'était pas un métier au départ. C'est vraiment une passion et un plaisir. Je pense que c'est devenu davantage un métier au fil du temps, avec l'âge, parce que on va plus après vers la gagne. On se construit davantage là-dedans. À mon époque, dans ces générations-là, c'était ça. Donc après, ça devient un métier. Je pense qu'aujourd'hui, on va plus là-dedans, plus jeune et plus tôt qu'à mon époque. Donc c'est plus complexe aussi, peut-être parce qu'on attend davantage de soi aujourd'hui sur les jeunes joueurs. Mais bon, ça n'empêche pas de pas pouvoir, peut-être pour certains, éclore très tôt, très jeunes. Parce qu'ils ne sont pas prêts pour la réussite et la compétition, et être compétiteur à 3000%.
mais ils vont peut-être le devenir 5, 7, 8 ans après ou 10 ans après, quoi. Donc je pense qu'on retrouve ça malgré tout, même si c'est plus prononcé aujourd'hui. Je parle de succès parce qu'il y a l'ampleur médiatique, il y a l'argent. C'est une très grande complexité. Les gens ne se rendent pas compte. Enfin, moi, j'ai vécu des choses incroyables, parce que moi, très tôt, je suis passé quasiment de l'anonymat à un statut, on va pas dire de célébrité, mais de notoriété, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, j'étais à Joinville-le-Pont, dans le Val-de-Marne, à 18 ans, grosso modo. Et à 22 ans, je crois, 4 ans après, donc Joinville-le-Pont, où j'ai joué en promotion d'honneur. Avec 4 ans après, j'étais en équipe de France Espoir, champion d'Europe Espoir. Je faisais la une des journaux, que ce soit de la presse, Le Parisien, TF1 avec Clémentine Scénari. J'ai fait ma première télé. Enfin, elle aussi. Enfin, ouais, c'est des trucs incroyables. Et puis, c'est des choses. Vous n'êtes pas prêt. Enfin, il n'y a pas d'école pour ça. Enfin, tout vous tombe dessus. Au niveau de l'argent, vous gagnez d'un seul coup beaucoup d'argent. Tout le monde vous reconnaît. Enfin bon, c'est des chocs, quoi. C'est des chocs. Et je pense que l'éducation que vous recevez est très importante. Et l'environnement qu'il y a autour de vous est aussi prépondérant quant au fait de ne pas dérailler ou de faire des conneries, quoi. Ouais, tu sais, ça se voit beaucoup chez les stars de la télé-réalité. Exactement. Ou chez les chanteurs. L'avant-après. Est-ce que justement il y a des joueurs de foot qui terminent leur carrière et ils partent peut-être en dépression ou... Ouais, ça c'est un vrai problème. C'est un problème du moment. Enfin, on en parle davantage aujourd'hui, la santé mentale, mais pour les professionnels du sport, parce que là j'englobe un petit peu tout le monde. C'est pas que les footeux. Je pense que dans tous les sports où il y a un espace médiatique quand même très fort, aujourd'hui c'est le cas. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux qui sont quand même aussi une plaie, un vrai facteur négatif, je pense. Côté positif, on le connaît, mais côté négatif, peut-être un peu moins. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont... Alors les gens disent, oui, mais ils n'avaient qu'à pas y aller, ou alors... voilà, mais bon, des fois, on ne choisit pas toujours. On choisit pas toujours la notoriété ou la célébrité. Enfin, voilà. D'un seul coup, il y a les caméras qui sont branchées sur vous. Enfin. Donc, il y a des espaces de dépression, ça c'est sûr. Et quand tout se passe bien, c'est rare qu'on décroche. Mais c'est quand ça se passe un peu moins bien ou au fil du temps. Il y a un accompagnement, justement. Peut-être des personnes qui sont spécialisées, des thérapeutes qui accompagnent les joueurs vers une transition. Alors, il y a le syndicat des footballeurs professionnels qui a mis en place depuis quand même bien un bon moment justement la possibilité de pouvoir téléphoner et d'être accompagné pour discuter, dialoguer et échanger sur ces sujets-là quand on se sent pas bien et anonymement aussi. Ça c'est aussi important. Mais après, dans la vie de tous les jours ou dans les clubs, c'est pas foncièrement aujourd'hui quelque chose qui est courant, non. Est-ce qu'on touche une retraite du footballeur ou est-ce qu'on est amené à trouver un job rapidement derrière ? Alors, la retraite, elle est comme pour tout le monde. On est salarié, donc on cotise, comme pour toute personne qui travaille pour une entreprise X ou Y ou pour sa propre entreprise. Donc il y a des cotisations qui sont voilà, XXL évidemment quand on touche des salaires qui sont XXL. Voilà, mais il y a des cotisations comme tout salarié. Après évidemment aujourd'hui pour les joueurs qui sont dans le circuit professionnel, les montants évidemment de rémunération sont très 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 élevés, et d'autant plus pour les joueurs qui sont sur le haut niveau. Donc ils peuvent déjà se constituer entre guillemets au travers de leur carrière, je pense aujourd'hui. Enfin c'est pas, je pense, c'est une certitude, une certaine garantie de vie après par la suite. Après faut pas déraper non plus. Hein. On peut gagner des sommes folles.
Et c'est ce que j'avais vu dans un document il y a peut-être 10 ans, un truc comme ça qui m'est resté en tête parce que ça m'avait un peu perturbé, entre guillemets. Alors, perturbé, c'est peut-être pas le mot, mais déstabilisé, entre guillemets. C'était sur les sportifs américains. Évidemment, le sport aux États-Unis, entre le baseball, le football américain, le hockey sur glace, le basket. Des joueurs qui touchaient des sommes quand même conséquentes. Mais bon, nous, on était loin de tout ça. Enfin, moi, j'étais loin de tout ça. Mais il y avait un sportif que je connaissais. Les autres, je connaissais pas leur nom. J'avais jamais entendu parler de leur nom. Parce que bon, baseball, football américain, c'est pas spécialement des sports qu'on voyait à la télévision, notamment. Mais il y avait un joueur qui donc avait touché 120 millions de dollars durant sa carrière. 120 millions de dollars. Et le mec, 8 ans après avoir arrêté, il était dans le caniveau. Donc ça m'avait quand même alerté, ouais. Donc c'était pas une question après de montants gagnés, parce que là les montants étaient colossaux. Enfin, moi j'ai jamais gagné 120 millions de dollars. Mais, enfin, ne serait-ce que, enfin, si on prend 10 millions de dollars ou 20 millions de dollars, je veux dire, on peut déjà, enfin, si on n'est pas con, si on place cet argent-là, on peut être un peu tranquille quelque part. Justement, tu en penses quoi des sommes folles qu'on entend pour rémunérer aujourd'hui les footballeurs professionnels? Bah c'est vrai que c'est l'évolution qui est complètement folle par rapport à ces sports-là, mais c'est que aussi il y a un marché. Il y a un marché qui est porteur. Après, jusqu'où ça va aller, ça, j'en sais rien. Parce que là, c'est vrai que c'est des montants quand même colossaux, notamment dans le foot. Hein. Si moi, je devais retranscrire mon parcours et puis ma carrière aujourd'hui... J'aurais pu racheter facilement votre studio. Non, enfin, c'est incroyable. Mais après, je reviens un petit peu en arrière par rapport à ce que j'ai par rapport à Dennis Rodman, qui pendant 8 ans faisait des fêtes, il invitait 1000 personnes, c'est lui qui raquait tout. Enfin, il faisait des jets privés, machin. À un moment donné, effectivement, enfin, le niveau de vie et tout ça, on peut tout dépenser, quoi. Ça peut aussi, mais bon, faut avoir la tête sur les épaules, quoi. J'aimerais maintenant qu'on se remémore peut-être 1 ou 2 matchs qui t'ont marqué. Peut-être nous dire quel était ton rôle dans ce match, s'il y a eu un but ou une passe décisive, pour quel club tu jouais et contre quel club tu jouais. Ouais, il y en aurait plein. Bon, j'ai eu un qui vient peut-être à l'esprit là, que je cite pas souvent, mais c'est Montpellier, avec Montpellier, parce que j'ai gagné ma première Coupe de France avec Montpellier, j'avais 24 ans. Alors une anecdote, c'est que la veille, je discute avec le gardien de but qui s'appelait Albert Rust. Et je lui dis, putain, tu te rends compte, moi j'ai la finale demain. Et je dis, alors toi, c'est à combien de finales que tu joues là? Tu vas gagner combien? Et il me dit, Vincent, j'ai 36 ans. C'est la première finale que je vais jouer demain. Je dis, quoi, qu'est-ce que tu me racontes? Il me dit, ouais, moi ça fait... J'ai commencé à 18 ans dans le circuit professionnel comme gardien à Sochaux. Et il me dit, bah, là, c'est la première finale que je joue, à 36 ans. Et puis là, alors, c'est comme si j'avais pris un uppercut dans la figure. Je me suis dit, là, j'ai réagi, je me suis dit, c'est vrai, putain, j'ai 24 ans, ça se trouve, demain, c'est la seule et unique finale que je vais jouer, parce qu'on connaît pas son parcours, on sait pas ce qui va se passer derrière. Et bon, on l'a gagné ensemble, donc c'est marrant. Et puis bon, et puis moi, on a gagné en prolongation contre le Racing de Paris à l'époque, le club que j'avais quitté 1 an avant. Et je donne le deuxième but à un partenaire qui s'appelait Kader Ferraoui. Donc on mène 2-0, puis après le Racing marque un but, 2-1 en prolongation. Donc on gagne 2-1, mais on a gagné cette première finale ensemble, donc avec Albert Rust, et puis j'étais passeur décisif sur cette finale. T'étais plus un passeur décisif ou un buteur, un marqueur? Je pense que j'étais plus dans le fait d'être passeur décisif que d'être buteur. Ouais. Est-ce que ça vient de cet esprit de collectivité? Ouais, c'est ce que je relatais tout à l'heure, là, en revenant sur l'aspect jeune. Je pense que ça a toujours été de prendre du plaisir à jouer, quoi. Le jouer, c'était un peu essayer de ruser l'adversaire, entre guillemets, de le feinter, enfin voilà, un peu de rigoler avec lui, enfin, entre guillemets. C'est de le chambrer, enfin voilà. Mais avec un bon esprit, enfin voilà. Ça a toujours été... je pense, depuis que je suis tout petit, un peu ma came. C'est ça, c'est ma ligne directrice, quoi. De prendre du plaisir
de mettre l'adversaire en mauvaise posture, quoi. Voilà. J'imagine que moi j'ai fait du football amateur, mais j'imagine que dans le football pro aussi, en interne, dans les vestiaires, ça peut critiquer les autres pour se la jouer un petit peu perso et un petit peu moins collective. Est-ce que c'est des choses que tu as vues, ça? Ouais, bien sûr. Mais bon, après, on fait toujours partie d'un collectif, donc il faut essayer de veiller à ça. Donc moi, j'étais un peu dans ce profil-là. J'étais quelqu'un qui était dans le collectif, donc qui allait aussi vers les autres pour les aider, peut-être, entre guillemets, les encourager. J'étais quelqu'un qui encourageait, qui allait vers l'avant pour essayer de tirer les joueurs vers le collectif, quoi. Et non tirer sa cartouche personnelle, quoi. Il y a eu aussi ce match qui a détenu un record pendant une vingtaine d'années, où il y a eu un 10-0. Est-ce que tu peux nous le raconter, ce match? Ah oui, ça c'était en équipe de France contre l'Azerbaïdjan à Auxerre. On a gagné 10-0 en match officiel. Donc c'est effectivement un record en équipe de France sur l'écart de but le plus important en compétition officielle, qui a été battu il n'y a pas très longtemps contre Gibraltar. À Nice, je crois, ils ont gagné 12 ou 13-0. Donc c'est un record qui a duré pendant presque 30 ans, où j'ai participé à ce match-là. J'avais marqué un but, je crois le deuxième, et puis surtout, quasiment sur les 10 buts, je suis à l'origine de 7, 8 ou 9 buts. Donc c'est un match assez particulier, soit sur la dernière passe, soit avoir marqué un but, ou soit sur l'avant-dernière passe était présent. Donc c'est rarissime de se retrouver dans ce genre de situation. Qu'est-ce qu'elle avait, cette équipe de l'Azerbaïdjan, ce jour-là? Elle était anesthésiée. Non, je pense que c'est des soirs comme ça où tout se passe bien, où il y a une belle énergie et nous on a déployé un petit peu toutes ces choses-là et tout s'est bien passé. Enfin voilà, moi mon but un peu résume un petit peu les choses. Moi je fais une frappe de 30 mètres, qui est pas spécialement très bien placée, mais qui est assez puissante. Il y a un rebond juste avant, le gardien, et au lieu de bien la prendre, elle lui passe entre les mains. Enfin bon, alors qu'elle est sur lui. Enfin bon, voilà, c'est des matchs où tout vous réussit, quoi, tout vous sourit. Est-ce que tu peux nous raconter ta sélection en équipe de France? Ma sélection, ça a été très long. Enfin, moi, pour que j'aille en équipe de France A, parce qu'avant, j'étais en équipe de France Espoir, donc champion d'Europe. Donc ça, c'était moins de 21 ans. Après, j'ai connu l'équipe de France aussi. Avant, j'avais connu l'équipe de France militaire. J'ai connu l'équipe de France olympique, l'équipe de France A'. Enfin, il y en avait pas mal d'équipes de France. Bon, après, évidemment, celle qu'on retient le plus, c'est l'équipe de France A. Donc, ma première sélection, alors pour moi, j'avais été sélectionné contre l'Italie. On avait fait un match amical, je crois, contre l'Italie en Italie. Italie-France, on a gagné 2-0 là-bas en Italie, match amical. Mais pour moi, ma première vraie sélection, c'est parce que j'étais rentré à Italie-France, j'étais pas titulaire. Mais ma première vraie sélection, c'était pour les éliminatoires de l'Euro 96 justement en Angleterre. Et c'était donc en 95 contre la Slovaquie à Nantes, où on gagne 4-0. Où là, je marque un but, certainement l'un des plus beaux buts de ma carrière aussi. Une reprise de volée plate du pied en pleine lucarne, un coup de fusil. Et puis pareil, sur les 4 buts, je suis à l'origine, donc je marque un but, et sur les 3 autres, je suis pareil, passeur ou avant-dernier passeur. Donc une soirée à Nantes, très remplie. À cette époque, tu rencontres toute la clique, peut-être des joueurs de 98, Didier Deschamps, Emmanuel Petit, Zinedine Zidane. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es intégré? Enfin, je sais pas, quand ils étaient déjà... Alors, pas tous. Il y avait Emmanuel Petit, il est vraiment arrivé sur la Coupe du Monde 98. Lui, il était pas là. Il était avant. Et il y a eu ce trou entre 94, 96. Emmanuel Petit n'était pas là. Mais bon, après, sur l'Euro 96, si on regarde la fin de l'Euro 96, sur le 11 de départ, il y en a 8 qui font 98 et qui font la finale. Donc, je fais partie des 3 qui font pas 98, quoi. Voilà. Pour la Coupe du Monde de 98, où est-ce que tu étais à ce moment-là?
J'ai eu une histoire de dopage moi, en octobre 97, donc qui m'a plombé ma fin de carrière et qui a mis presque un terme à ma carrière. Enfin, j'ai un peu, on va dire mentalement, moi, ça a été une épreuve humainement très très dure, très douloureuse. Et donc sportivement, j'étais plus dans la partie, quoi. Ça, on peut en Oui, parler. bien sûr, bien sûr. Comment ça se fait c'est quoi l'histoire de ce dopage? Je fais un contrôle antidopage lors d'un match de Ligue 1 à Nantes aussi, Nantes Paris Saint-Germain. Bon, classique, hein, on est habitué à faire des contrôles antidopage, donc test urinaire, bon, un peu de mal moi à faire pipi, ça prend du temps, je reste le dernier, je fais pipi, puis après bon, voilà, et puis 15 jours après, on se retrouve à Munich pour le match de Ligue des Champions contre le Bayern. Et puis j'appelle ma femme, comme je le faisais régulièrement. Elle me dit, tiens, on a reçu un courrier de la 3F, la Fédération Française de Football. Je dis, ah bon? Elle me dit, ouais, contrôle. Je dis, c'est quoi qu'on me parle? Elle me dit, c'est concernant le contrôle antidopage. Je dis, oui, enfin, moi je voyais pas de problème. Moi je dis, ouais, tu peux quand même me dire ce qu'il raconte quand même. Donc, et puis bon, quand même, elle me dit, contrôle positif, Vincent Guérin, contrôle positif, Alain Nandrolone. Donc elle me dit ça, je vais lui faire répéter plusieurs fois parce que nandrolone, je savais pas ce que ça voulait dire. En fin de compte, c'est dérivé de la famille des anabolisants, une substance dérivée des anabolisants. Donc je raccroche et puis là, moi, je vais pas dire que je prends peur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc je vais voir le médecin du club, quoi. Je vais voir le médecin, quoi. Donc je cherche le médecin, puis je le croise en fin de compte en sortant de ma chambre. Et puis je dis, voilà, j'ai eu ma femme, et donc elle m'a dit qu'elle a reçu un courrier de la FM. Donc ils étaient ils étaient au courant. Il me dit, viens, on va aller dans ma chambre, et puis donc on a discuté. Donc j'ai discuté avec lui, moi je lui dis, moi je n'ai jamais pris de quoi que ce soit, aucune substance, enfin voilà. Donc c'est parti comme ça. Donc après, il y a Michel Denisot qui est venu. Enfin, après, il y a un peu les dirigeants pour discuter. Et puis, à 18h, il y avait la causerie d'avant-match. Et puis, donc, le club a décidé, parce qu'ils avaient peur que le club soit sanctionné aussi par rapport au match de Ligue des Champions. Ils ne savaient pas trop. Ça commençait à fuiter en France de cette nouvelle-là. Et donc, ils ont décidé que je sois remplacé le soir du match et que je ne joue pas. Et de l'annoncer à 18h avant le match. Voilà ce qui a été fait. Et puis, après, ça a été... le soir, on a perdu 5-1 contre le Bayern, parce que les joueurs, je pense qu'on prend un coup derrière les oreilles, ils n'ont pas compris. Et puis après, moi, ça a été le début de toute une stratégie à mettre en place. T'es représentant légaux. Il a fallu que je trouve moi un avocat. Moi j'avais pas ça dans mes bagages, quoi. Donc il a fallu chercher avec le club. Le club, il leur fallait un avocat pour défendre le club. Moi, il me fallait un autre avocat pour me défendre moi personnellement, et trouver qu'est-ce qu'on allait faire. Voilà. Est-ce qu'on demandait la contre-expertise, pas la contre-expertise, il y a eu tout un tas de choses, quoi. Donc, on a décidé de faire la contre-expertise, très rapidement d'aller dans un laboratoire agréé CIO qui pouvait nous recevoir pour faire un autre contrôle urinaire. Donc, on est allé en Suisse, à Lausanne, parce qu'à l'époque, le club du Paris Saint-Germain avait un club filial qui s'appelait le Servette de Genève. Donc, il y a le directeur sportif du Servette de Genève qui s'appelait Monsieur Trottignon, qui est venu nous chercher. Donc, ça, c'était le mercredi soir, hein, l'annonce mercredi, journée du mercredi. Donc, on est rentré dans la nuit de mercredi à jeudi sur Paris. Donc, il a fallu savoir, entre l'entraînement le jeudi matin et puis après, réfléchir. C'est des trucs un peu fous, mais... Et le vendredi matin, on est parti donc en Suisse pour faire un nouveau contrôle urinaire. Voilà. Donc, ça a été la première étape, les premières étapes. Contrôle urinaire, puis après par la suite on a fait des recherches et tout ça, contrôle capillaire, parce que le contrôle capillaire c'est le plus intéressant, c'est celui où on trouve toutes les substances toxicologiques. Et donc on nous avait dit en France le meilleur institut médico-légal est à Strasbourg. Et il fallait voir le professeur Pascal Kintz, donc on est allé à Strasbourg, donc j'avais un peu plus de cheveux qu'aujourd'hui,
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la pousse d'un cheveu ou d'un poil, c'est 1 centimètre par mois. Donc, on peut remonter dans le temps comme ça. Donc, moi, j'avais 3 centimètres. Il m'a pris 3 centimètres de cheveux. Donc, ça me permettait de remonter 3 mois en arrière. Donc, avant le contrôle fait à Nantes. Pour savoir si j'ai des substances, cette substance-là, dans mon corps, entre guillemets. Donc, on était fait un test urinaire, test capillaire, tout a été négatif. Hein. Et le 3e test qu'on est allé faire, on est allé en Allemagne, au laboratoire agréé CIO de Cologne, en Allemagne. Parce que quand il y a la réunification de l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, le laboratoire allemand a été la référence sur la famille des anabolisants, parce que plus ou moins tous les athlètes de l'Est se dopaient aux anabolisants. Et donc, connaissaient tous les process. Voilà. Donc, le labo allemand était la référence. Donc, on était allé voir la référence avec soi-disant mon cas de dopage avec le labo français. Donc, on était là-bas, pareil, il est venu une demi-heure après, il a dit, mais ce que vous me présentez, ça ne serait pas considéré comme un cas de dopage chez nous en Allemagne. Donc, je suis arrivé avec tout ça, je suis passé devant les commissions, c'est rentré là, c'est sorti de l'autre côté, j'ai été condamné. Donc, j'ai poursuivi, moi, après devant le CNOSF, devant les commissions d'appel dopage, après le CNOSF. Après, j'étais devant les tribunaux, devant le tribunal administratif de Versailles, où j'ai gagné devant ce tribunal-là. Après, le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération ont fait appel, donc je suis passé devant la Cour d'appel de Paris. J'ai gagné devant la Cour d'appel de Paris, mais ça a pris 2 ans. Hein. Et puis après, ils ont continué, donc on est allé devant la Cour, devant le Conseil d'État, puis là, j'ai perdu devant le Conseil d'État. Voilà. C'était, je veux dire, même si finalement ça s'est relevé négatif, ça a mis fin d'une certaine manière à ta carrière. Oui, j'étais plus présent. Non, moi, j'étais un leader d'entraînement et de match entre guillemets. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai décroché. Je me mettais, j'étais souvent dans les exercices athlétiques ou ce genre de choses, toujours dans les premiers. Et puis à partir de ce moment-là, je me suis mis dans le dernier tiers du peloton, entre guillemets. Non, j'étais plus à l'arrière et j'étais plus dans ce que je faisais. Je voulais surtout, combattre l'injustice. Et ça, c'est je souhaite ça à personne. Même si, on va dire que c'est un petit niveau, il y a des niveaux quand même beaucoup plus élevés dans la vie d'un humain, mais c'est une horreur. Tu penses que si tu n'avais pas eu cette histoire, tu aurais fait partie de la sélection pour la Coupe du Monde 98 ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a coupé court à plein de choses. J'en sais rien si j'aurais été a priori, je pense pas non plus foncièrement, mais en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que c'était clos. L'affaire était close. Ça t'a donné un dégoût du système du football à l'époque ? Oui, ça m'a donné. Oui, parce qu'il y a eu plein de choses. Moi, après, l'avocat qui s'est présenté face à moi au tribunal administratif de Versailles, c'était donc un avocat d'un cabinet privé que la Fédération française de football avait été chercher. Et cette personne-là, qui était un illustre inconnu pour moi dans ma discipline, parce que même je connaissais quand même les instances entre la Ligue professionnelle de football, la Fédération française de football, on connaît quand même ceux qui représentent ces institutions. Donc cette personne-là, je sais pas, 3-4 ans après, donc qui est contre moi, qui est avocat, se retrouve président de la Ligue de football professionnelle. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible, il y a des choses qui vont pas, quoi. Alors, l'année qui suit, donc la France gagne le 3-0 contre le Brésil. Comment tu l'as vécu, justement, cette victoire ? J'étais très content quand même pour l'équipe de France. C'était pour la France, pour tout ça. Ça reste quand même un sacre incroyable avec tout ce que ça a engendré. Et puis, au niveau social, ça a été extraordinaire. Et puis, j'ai eu la chance de participer, d'aller à l'Élysée avec le groupe, puisque je connaissais quand même la majorité des joueurs qui y étaient. On se connaissait tous, mais d'autant plus qu'on avait fait l'Euro 96. Donc à un moment donné, je me suis retrouvé à l'Élysée
avec les joueurs qui ont été champions du monde. Donc c'était aussi sympathique de pouvoir participer à ça. Quelle a été la suite après 97, justement l'épisode du dopage, 98, la Coupe du Monde, ça a été quoi la suite? Ça a été l'Écosse, c'était de trouver un club, donc ça n'a pas été simple, parce qu'il y a des réflexions à avoir, donc, et puis après j'ai eu Strasbourg à un moment qui était intéressé, moi j'ai tergiversé, j'étais pas sûr, la France, tout ça, et puis après j'ai décidé d'aller vers l'Angleterre, vers le Royaume-Uni entre guillemets, mais vers l'Angleterre dans un premier temps. Donc j'ai fait des essais dans des clubs anglais, West Ham notamment, Sunderland qui était en première ligue à l'époque. Mais moi j'étais aussi en bout de course, j'avais 33 ans, voilà. Alors, ça se passait pas trop mal les essais. Puis après il y a un club écossais qui est venu sur une rencontre que j'ai faite. Et qui m'a proposé un contrat, donc voilà, c'était Hearts of Midlothian, donc ça s'est fait comme ça, voilà. On arrive quasiment à la fin de cette interview, j'ai encore 2 questions pour toi. La première, c'est par rapport au football actuel. Est-ce que il y a des joueurs ou des clubs justement qui sortent du lot pour lesquels tu vois un avenir qui est très très prometteur? Là, ce qui est très plaisant, c'est, pour moi, la meilleure équipe qu'on a vue cette année, c'est Barcelone. Barcelone. Non, Barcelone. J'espère qu'ils vont gagner avec des champions. Ça, c'est sûr. C'est une évidence. Je le souhaite, en tout cas. Non, mais au niveau du jeu, en tout cas, le plaisir, franchement, Barcelone, parce que là, ce qu'ils ont pratiqué au niveau du jeu cette année, c'était vraiment très plaisant. C'est, moi, l'équipe qui m'a vraiment régalé avec des individualités. Bon, on parle de Yamal, mais Rafinha, Lewandowski, Gavi, Après, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts, c'est pour ça qu'ils sont peut-être pas en finale et que l'Inter de Milan est aussi très solide. Mais vraiment un plaisir d'avoir vu Barcelone cette année et c'est prometteur pour le football. En tout cas, c'est l'équipe qui m'a séduit cette année. Voilà, au niveau du jeu pratiqué. Après, il n'y a pas forcément l'efficacité puisqu'ils vont pas au bout de la compétition. Après, évidemment, le Paris Saint-Germain fait une saison remarquable depuis, on va dire, entre guillemets, le match de City, parce qu'avant, ça a été un peu compliqué sur les premiers matchs éliminatoires de Ligue des Champions. Mais c'est vrai qu'on retrouve là, en tout cas, une équipe qui a une âme. Ça ressemble un peu à notre génération, où tout le monde se bat les uns pour les autres. On a la sensation que tous mouillent le maillot et quel que soit le joueur qui rentre, je ne vais pas dire qu'on s'en fout de l'équipe qui commence, mais ils sont tous dans le même moule, dans le même esprit et ça va de pair, pareil, avec ma philosophie et ce que j'ai raconté bien avant quand j'étais gamin. Voilà, c'est un peu le même registre. Est-ce que tu penses que le football féminin mérite cette place de plus en plus dominante dans les médias? C'est compliqué, c'est encore jeune, récent, donc il y a encore du chemin à faire. Après, le chemin, il y a quand même, par rapport au début, je trouve qu'il y a une très bonne évolution. Mais il faut que ça pousse encore, il faut que ça évolue, il faut que ça aille de l'avant. Après, c'est jeune. Football féminin, par rapport au football masculin, c'est normal. Le football masculin, il y a 100 ans d'existence. Le football féminin, il y a peut-être 20 ans, 25 ans. Tu vois des structures de jeu qui sont de plus en plus professionnelles. Oui, alors, ça évolue à tous les niveaux. Ça évolue au niveau des clubs, des infrastructures, des centres de formation qui aujourd'hui sont en train de pousser sur les moins de 19 ans. Donc après, je pense que faut que ça descende en cascade parce qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de licenciés et que ça avance. Il y a là j'ai vu du football féminin aussi qui est un peu mis en place à travers la scolarité, les écoles. Donc ça c'est aussi un vrai plus. Il faut du temps, mais c'est l'avenir aussi. Le football féminin, c'est l'avenir. Mais après, on peut pas demander au football féminin d'être au même niveau que le football masculin aujourd'hui, parce que déjà, il y a une génétique qui est différente. Et l'évolution, elle peut pas aller plus vite que la musique, entre guillemets. Mais ça a déjà bien avancé. Vincent, dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur pour la suite? Quels sont les projets? Voilà, le meilleur, c'est la santé et puis de prendre du plaisir dans ce qu'on peut faire au quotidien. Voilà, tout simplement. Après, il n'y a pas des besoins.
énorme. Non, c'est surtout de prendre du plaisir, de vivre en bonne harmonie avec les gens. Enfin voilà, c'est essentiel pour moi. Aussi, j'ai Mélodie vient de me le rappeler, mais par rapport à Kepler Digital. Donc aujourd'hui, tu apportes ton soutien à Kepler Digital. Qu'est-ce que ça représente pour toi, justement, d'associer ton image à une jeune start-up? À la base, c'est une rencontre, parce que c'est souvent issu de rencontres. Et là, c'est une rencontre, d'une part, c'est Régis Benardo, donc c'est son cousin Yannick qui m'a contacté et qui m'a développé un peu toute la projection de ce qu'est Kepler Digital. Donc, d'une part, l'aviation, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, qui m'a toujours interpellé et qui est, je pense, l'avenir de l'homme de demain, parce que c'est encore là aujourd'hui où il y a le plus de place et où il y a encore très peu de choses d'initiées. Et l'énergie verte, évidemment, est au centre des débats dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui et pour le futur de demain. Donc, toutes ces choses-là font qu'on est amené, évidemment, en tant qu'humain, à se poser les bonnes questions. Et puis, enfin, il n'y a même pas de questions à se poser. On va directement vers le fait de s'associer à ce genre de projet. Vincent, c'était un plaisir. Merci d'être venu sur Origine. Merci beaucoup.